Bonjour, ici Richard Cummings. J'ai le bonheur de rencontrer aujourd'hui Marc De Smet pour une entrevue sur sa vie, donc une entrevue, une vie en compagnie de Marc. Bienvenue Marc. Bonjour. Vous êtes à la fois journaliste, éditeur, auteur. Je dirais même presque dans toutes vos entreprises de vie, il y a un trait commun à travers ces différentes branches. Un trait commun. J'aimerais aller un peu à la racine. Et l'esprit des lieux est une chose importante pour vous, mais je vais aussi nommer l'endroit où nous sommes. On est dans la maison de Félix Leclerc, où il a vécu dans les années, à partir des années 40-45. Et vous, vous êtes né en 1946 en Pologne. Exact. Votre mère était donc avec une source slave et votre père d'origine flamande. Oui, mon père était diplomate, en effet, en Pologne à l'époque. Vous avez beaucoup voyagé, mais il y a un élément, avant d'aller vers un déplacement qui était majeur, il y a un moment important qui s'est passé pour vous, qui était à la racine de votre quête de sens. Comme beaucoup de gens, c'est la mort qui parfois provoque un questionnement sur le sens. C'était la mort d'un proche, d'une personne proche? Oui, alors c'était justement dans le second poste de mon père, qui ensuite a quitté d'ailleurs la carrière pour faire d'autres choses, en Turquie. Et j'étais à l'école française, puisqu'à l'époque, le français était quelque chose de beaucoup plus répandu dans le monde que maintenant. Et j'étais à l'école française, et il y avait un professeur que j'aimais beaucoup, un brave père, qui est décédé. Je devais avoir, à mon avis, plutôt 8 que 7 ans. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, cette disparition-là m'a mis en face de ça, de cet événement majeur qui est à la fin de chacune de nos vies. Et ça m'a... je ressens très bien encore maintenant cette journée-là et ce sentiment d'absence-présence. C'était très curieux que j'avais et qu'on a souvent quand quelqu'un disparaît. C'est-à-dire que la personne est là et elle n'est pas là. Hein? La présence se fait sentir quand la personne est absente. Oui, voilà. Et donc c'est vrai que ça m'a bien marqué. Et puis bon, ce qui m'a beaucoup marqué en effet, c'est les voyages. Le fait que mon père était féru de hauts lieux, d'archéologie, de choses comme ça, de lecture. Et il m'a initié à tout ça. Et donc tout cet ensemble de choses, la beauté de la nature, les livres, les créations du passé, voilà, ça c'était la disparition des créations du passé. Je me souviens très bien un jour en Turquie, on est arrivé sur une plage et il y avait une ville entière gréco-romaine, hein, qui partait avec les mosaïques. À l'époque, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait rien de tout ça, hein, on est dans les années 50, qui partait avec les colonnes debout sous la mer. Voilà, il y avait eu une ville là, elle n'était plus là, enfin voilà, là aussi de nouveau, présence, absence. Et bon, toujours été fasciné par quelque part par la beauté du monde et des gens, et quels que soient les drames qu'il peut y avoir, il y a toujours privilégié en quelque sorte je dirais le beau au-delà du laid. Vous voyez, ou l'harmonieux au-delà du déséquilibre, voilà, qu'est-ce qui se situe au-delà de ce qui nous tire vers le bas et qui va plus loin. Donc j'ai toujours été un personnage plus intéressé par la beauté. La beauté, oui. Ah oui, la beauté. Oui, la beauté sous toutes ses formes, ça c'est clair. Vous avez vécu 10 ans en Turquie? 10 ans, oui, puisque mon père a changé de poste. Et bon, il a fait... Mais là, ça marque une enfance. Ah, ça marque une enfance. Parce que là, la Turquie, c'est la sensualité, c'est la couleur, c'est les contrastes géographiques. C'est une richesse d'éducation, on l'a entendu aussi. Tout à fait. Et puis une richesse de population. C'est-à-dire que nous étions dans le quartier des ambassades, et donc forcément, il y avait des enfants du monde entier. Et on jouait avec les petits Chiliens, les petits Américains, une grosse colonie américaine, les petits Anglais, les Espagnols, etc., etc. C'était tout à fait fascinant. Il y a deux films, là, slave, flamand.
J'ai rencontré Marc de Smet il y a une trentaine d'années pour une entrevue à Radio-Canada. J'avais l'impression, cette journée-là, d'avoir le côté flamand. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a le côté slave. On sent, il y a toujours eu peut-être chez vous une sorte de, pas une démesure, c'est pas Dostoïevski, mais il y a quand même une belle démesure d'une ambition, d'un besoin vorace de connaître le monde, un appétit de connaissance. Et en même temps, il y a quelqu'un de très réfléchi, cartésien, ordonné, séquencé. J'ai mon ordre à moi. Mais parce que je suis plutôt bordélique et dans la gestion d'État, mais j'ai ma façon de ranger les choses, etc., et de faire les choses, et de rendre surtout les choses dans mon travail nettes. C'est-à-dire que j'aime bien garder un bureau net, même si c'est complètement explosé le temps que je suis en train dans une création quelconque. Autant quand, par exemple, je pars en voyage, comme pour ce voyage au Canada, laisser les choses nettes. J'ai aimé le mouvement de tête, la délégation je suis. C'est quoi la réponse? Je suis ma propre. Moi, je suis mon propre ordre. Oui, c'est ça. Donc, on ne fera pas de la lecture de quelle partie parle en vous, mais ici, vous êtes une synthèse et vous êtes aussi quelqu'un qui. Moi, ce qui me fascine chez vous, Marc, c'est vraiment cet appétit sans frontières. On va faire un saut, on n'est pas là pour faire tout le parcours de votre vie, mais vous avez une particule nobilaire, Marc, de Smet. Ça vient de ce de, cette particule, ça vient de... C'est plutôt un article. Hein. Bon, le terme Smet est un terme qui veut dire forgeron dans sa racine, donc ça n'a rien de spécial. Alors peut-être qu'il y avait une brogade et des gens qui s'appelaient comme ça, mais je veux dire, j'en ai fait... Ma mère avait un côté noble plus affirmé. Du côté polonais. Mais Bukowska, voilà, ça c'était... Mais enfin, j'ai jamais fait très attention à ça. Par contre, je suis d'accord avec la curiosité. La curiosité est énorme. Oui. Moi, j'ai toujours été curieux de tout, et donc ça a mené, ça continue à mener ma vie, oui. Et une curiosité qui se veut efficace. Vous avez produit beaucoup de livres, vous avez créé des choses. Je donne un peu un teaser, on ira voir un peu quelles sont ces créations, des directions de collection, des ouvrages, des livres. Mais on fait un saut. Et vous ressortez de Turquie, vous revenez en France? Oui. Après 10 ans de Turquie, c'est un choc, là. C'est un choc, oui, c'est l'Alsace, c'est un choc. Le froid. Mais le froid, mais enfin il faisait froid aussi en Turquie, en Ankara, l'hiver, enfin bon, il y avait de la neige aussi. Mais c'est un changement de culture, puis bon, malgré tout, une société très bourgeoise, très fermée, entre le côté très international, tout d'un coup on se retrouve dans un milieu très alsaco, comme on disait à l'époque, un peu fermé malgré tout, mais où j'ai eu de belles amitiés et de très beaux professeurs, et en particulier de philosophie. Et donc voilà, puis après ça a été Paris, donc j'ai retrouvé en quelque sorte cette vie très multiple et multidimensionnelle à Paris, et ça allait très bien. Et puis après il y a eu la rencontre avec en effet mon maître, en tout cas dans mon métier, Louis Pauwels, qui m'a accepté comme assistant. C'était votre premier emploi, c'était la revue Planète? C'était la revue Planète, tout à fait, et j'ai eu la grande chance que Louis Pauwels ne parlait pas anglais, et Jacques Bergier, il s'était un peu séparé, qui était son mentor en source d'information, donc j'ai un peu tiré le fil de ce côté-là. Puis après, tout de suite, il y a eu les cahiers spéciaux, Planète Plus, sur Krishnamurti, Ramakrishna d'abord, Henry Miller, Bob Dylan, etc., que j'ai fait avec lui, et c'était un moment formidable. Et il m'a appris le métier de A à Z, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé la nuit dans l'imprimerie, comme auprès du directeur artistique, monter la revue, donc c'était très riche. Juste pour placer le contexte pour ceux qui nous regardent, on est à la fin des années 60, cet emploi c'est en 69 je crois, vous avez obtenu, vous avez fait des études littéraires. 70. Le contexte étant que Planète, c'était la création de Louis Pauwels et Jacques Bergier, oui, tout à fait. Et qui était une revue, il faut juste donner l'ampleur et l'importance de cette revue-là, à une époque où les tirages des magazines culturels en France faisaient entre 3 000 et 10 000 exemplaires. Planète, ça
il y avait 100 000 exemplaires. 100 000. Oui. 100 000. Oui. Et ça a été un mouvement, c'est plus qu'un magazine, plus qu'une revue, c'était un mouvement de société. Il y avait des événements planètes, il y avait des débats, il y avait des événements. Tout à fait. Et ça a créé, c'est même presque devenu une institution finalement. À un moment donné, ça l'a été. Et c'était, disons, une revue qui était, je l'ai découverte justement en Alsace, à son numéro 8, et mon père, encore, qui l'avait ramené à la maison, et il y avait aussi bien des articles, mais pas tellement sur la parapsychologie, que sur la révolution hippie, que sur enfin, des tas de sujets qui n'étaient pas du tout frileusement traités par la presse d'alors, sur l'érotisme chinois ou japonais, sur les penseurs déjà New Age. Ou des États-Unis, c'est vraiment un voilà, magazine. C'était une largeur de point de vue incroyable. Ouais. Et donc, à quelqu'un de curieux comme moi, c'était parfait. Alors, vous débutez, vous avez Louis Pavès, qui est déjà un monument très bien établi. C'est un intellectuel, mais c'est aussi un homme d'action. Il vous apprend votre métier. Vous avez publié, je crois, donc, vous consacrez la grande part à créer ce numéro spécial sur Ramakrishna. Oui, puis plusieurs autres après. Par la suite. Il y a eu un moment aussi où vous avez aussi décidé que vous alliez être votre propre homme. Comme tout à l'heure, on a dit, j'ai mon propre ordre. Il y a eu un moment où vous avez signé vous-même, parce que les crédits n'étaient pas toujours là, je crois. Vous étiez... vous faisiez beaucoup de choses pour lesquelles... Est-ce que je me trompe, là, dans mes souvenirs? Non, mais au début, je n'étais qu'un journaliste parmi d'autres, voilà. C'est tout, ce qui est normal. Et puis, à un moment donné, oui, ben voilà, on prend le pouvoir. Donc, vous avez signé un numéro sans l'approbation de Pavès, qu'il l'a vu après coup? Non, il a été tout à fait d'accord avec ça, mais il m'a regardé d'un air amusé. Bon, alors... Le mentorat était terminé, vous aviez gradué à l'école de Planète. Voilà. La quête de sens, donc, démarrer avec la mort d'un proche, trouvait là, dans ce travail journalistique extrêmement fécond, un lieu concret, un lieu pratique pour exercer votre immense curiosité. Il était arrivé quelques mois plus tôt, mai 68, cette grande révolution culturelle, idéologique, mais pour vous, c'était le début d'une révolution intérieure. Tout à fait. J'ai toujours dit que pour moi, mai 68 a été une révolution spirituelle et intérieure plutôt que la révolution des manifestations. Comment? Et parce que j'ai découvert la collection Spiritualité Vivante, un jour d'ailleurs en rentrant, parce que j'étais étudiant, donc on allait aux manifs, mais plus pour ça. Que publiait Albin Michel, cette Spiritualité Albin Vivante. Michel, sous la direction de Jean Herbert. Et j'ai découvert cette collection-là, et ça a été un choc, parce que là j'ai découvert Suzuki Elzen, j'ai découvert Sri Aurobindo, Ram Dass, donc tout l'hindouisme, j'ai découvert le soufisme, et j'ai découvert donc des pans de la pensée humaine, pourrait-on dire, qui ne niaient pas du tout la pensée occidentale que j'avais étudiée jusqu'à maintenant, puisque j'étais très féru de littérature au pluriel de tous les pays possibles et imaginables, mais qui au contraire l'a conforté, l'a complémentarisé en quelque sorte. Et ça, c'était très intéressant. Le complément, c'est que dans la poursuite de la philosophie occidentale, c'est devenu une quête intellectuelle. Voilà. Là, vous étiez en présence d'une philosophie, un art de vivre pratique qui comportait des exercices physiques, des exercices respiratoires, posturaux. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, évidemment. Vous avez une jolie expression, comment ça s'appelle l'exercice? Gymnosophie. Gymnosophie, sagesse. Et gymnastique, donc des gymnastiques de sagesse. Hein. C'est les Grecs du temps d'Alexandre le Grand, appelés comme ça les yogis, puisqu'ils sont allés jusqu'en Inde avec Alexandre le Grand, ils appelaient les yogis des gymnosophes. Et donc des gymnastes de la sagesse. Et donc, ceux qui font du yoga, vous faites de la gymnosophie. Voilà. Sophie, c'est selon l'accent. Et donc j'ai essayé. Donc je me suis dit ça m'intéresse parce que non seulement il y a un corpus philosophique très très puissant, très fort, qui réfléchit très très bien à la réalité tout court, mais tout ça est basé sur le corps. Et donc j'ai commencé un apprentissage
de diverses techniques de méditation ou de gymnosophie. Alors c'était le yoga, c'était le tai chi, c'était le qigong, et jusqu'à tomber sur le zen et sur mon maître zen qui n'était pas à l'autre bout du monde, comme parfois j'allais les voir, mais qui était là à côté dans le 14e arrondissement. À Paris. Paris. Juste à côté, il avait son dojo, absolument, où il passait 8 mois par an. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, là, c'est pour moi. Oui, mais sur le moment, c'était pas évident. Je vous ai vu là en train de vous asseoir dans le dojo, essayer de faire zazen, voilà, les genoux relevés, courbaturés, j'ai mal partout. Et là, comment s'appelait votre maître? Taizen Deshimaru. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand... il me dit, ça va, ça va. Alors je dis, non, en sortant du dojo, parce qu'il était là, et je lui dis, j'ai mal partout. Et il me dit, le zen, c'est pas du gâteau. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et je l'ai suivi. Il me disait, hein, parce que je l'ai suivi plus comme élève que comme disciple. Hein, moi, j'ai toujours eu cette vision, comme vous disiez tout à l'heure, je suis journaliste à la base, et donc d'indépendance. On me demande d'être franc-maçon, je dis non, non par mépris, mais par liberté de vouloir garder. On me demande d'être hindouiste, je dis non. On me demande d'être zen, je dis non. Mais il m'avait dit un jour, ah, vous faites ce que je vous dis jusqu'à ma mort, après vous ferez ce que vous voudrez. Mais je ne suis pas devenu moine zen. Hein. Je suis devenu à un moment donné bodhisattva. Parce que bon... Qu'est-ce que veut dire bodhisattva laïque? Laïque, c'est ça. C'est une fonction un peu laïque. Qu'est-ce que c'est bodhisattva? Bodhisattva, c'est celui qui aide les autres. Donc, il y a une fonction un peu comme ça. Bon. Je ne sais pas si j'ai la peine d'entrer là-dedans. Mais ce que j'ai compris, c'est que malgré une première séance, disons, un peu dure sur le corps, vous l'avez suivi comme élève, non pas comme disciple, pendant 11 ans. 11 ans, oui, tout à fait. Mais je suis à la fois devenu son ami, son éditeur, parce que il racontait des choses pendant ses méditations qui étaient tout à fait intéressantes. Et j'ai dit, mais il faut faire des livres à partir de tout ça. Donc on a monté une sorte de bureau de secrétaire qui notait les choses et qui les enregistrait. Et on a fait des livres, on a publié plusieurs livres de lui. La pratique du zen, zen et arts martiaux, zen et vie quotidienne. Enfin voilà, on a fait vraiment beaucoup de livres comme ça. Ceux que ça intéresse, là, je veux juste renvoyer un ouvrage que vous avez publié qui s'appelle Le Rire du Tigre. Alors, Le Rire du Tigre, c'est après sa mort, le livre que j'ai écrit et qui raconte cette expérience-là. Voilà. Mais pour l'essentiel des gens qui pourraient ne pas avoir le temps ou la disponibilité de lire ce livre, qu'est-ce qui vous a transmis Deshimaru? L'essentiel. Or, bien sûr, la posture, la méditation. Qu'est-ce qui m'a appris d'essentiel? Il m'a appris d'essentiel le fait de travailler avec mon propre brouillard. On est tous plus ou moins dans le brouillard. On est tous, suivant cette expression magnifique française qui dit je suis perdu noyé dans mes pensées, ou il est perdu noyé dans ses pensées, ses émotions, ses vibrations diverses, etc. Et ça a été le vrai truc. C'est-à-dire que dans ce brouillard, il y a une très très belle image qui est l'image qui compare la méditation, puisqu'il s'agit de ça, à une montagne. Et la montagne est environnée de nuages, plus ou moins épais, plus ou moins denses. Et puis, il y a le vent. Et le vent souffle sur les nuages et disloque les nuages, plus ou moins, mais en tout cas, fait apparaître des pans de ciel bleu, et parfois du ciel bleu magnifique, complet, parce qu'il a poussé tous les nuages. Et c'est ça la plus belle, je dirais, métaphore définissant l'état méditatif, quel qu'il soit, en posture ou pas en posture, c'est-à-dire ce travail sur soi qui consiste à sortir de la purée de poids, si vous voulez, à respirer, puisqu'il s'agit bien de ça. Évidemment, le brouillard, les nuages, c'est tout ce qui nous habite, comme ça, qui nous préoccupe, nos angoisses, etc. Le vent, c'est la respiration, puisque une bonne technique de méditation, c'est revenir profondément à sa respiration, consciente, et
retrouver à l'intérieur de soi la clarté de la conscience. Voilà. L'essentiel de tout cet enseignement se résume en cette métaphore et en cette constatation. Et dans cette pratique. Et dans cette pratique, évidemment, qui peut prendre plein de formes. Hein. C'est pas uniquement... On peut faire des micro-méditations dans la journée, tiens, en se disant, je suis barré complètement dans mon univers mental, ou mes émotions, ou mes soucis, ou mes espoirs, ou mes rêveries, même si elles sont très agréables, etc. Puis tout d'un coup, on fait un rappel à soi, et on se dit, mais je respire, et hop, ce vent, en quelque sorte, chasse ce moment qui est à l'intérieur de soi, quel qu'il soit, et on revient à la réalité et à la beauté de la réalité, même si à côté de la beauté il y a la laideur. Hein. Nous sommes dans un monde binaire et les deux choses sont toujours liées, mais on ne peut pas, jour et nuit coexistent, noir, obscur et lumineux coexistent. Et il y a beaucoup de textes tout à fait fascinants du Zen là-dessus, hein, disant, voilà... La lumière existe dans l'obscurité, l'obscurité existe dans la lumière. Donc il s'agit... ne regardez pas avec une vision obscure et ne regardez pas forcément non plus avec une vision... Il faut mélanger les visions sans arrêt, c'est très intéressant. C'est même devenu une expression populaire maintenant. C'est très zen, on veut dire c'est très dépouillé. Quand on utilise l'expression c'est très zen. Oui, mais le mot zen, ça veut dire quoi? Ça veut dire méditation, c'est tout, hein. Zazen, c'est la méditation assise, mais le mot zen, c'est comment est-ce qu'on se reconnecte en quelque sorte à quelque chose d'essentiel en soi, même en état de micro-méditation, en train de marcher dans le métro ou ailleurs, en respirant profondément et en se reconnectant à ce qui est clair en nous, quoi. Voilà. Grande rencontre avec des Shimaru qui a duré 11 ans. Ensuite, toujours cet homme d'action, c'est vous, Marc, très curieux. C'est dans votre ordre intérieur de créer des choses qui vont servir un plus grand public. Quelques années plus tard, vous rendez... Bon, on a parlé tout à l'heure, la découverte pour vous de cette collection Spiritualité vivante qui était dirigée par Jean Herbert. Le destin qui est le vôtre a fait que vous avez pris ensuite au décès, je pense, ou au départ, vous avez pris en charge cette collection? Au décès de Jean Herbert, Albin Michel, que je connaissais, le directeur d'alors m'a demandé mais qui pour remplacer Jean Herbert? J'ai dit je ne sais pas, mais j'ai des idées. Et hop, c'était parti pour une nouvelle aventure. Et la première idée, c'était de continuer à faire ce travail-là, c'est-à-dire de publier des textes de spiritualité du monde entier, mais de les publier beaucoup en poche. Parce qu'à l'époque, c'était des livres un peu chers, et je disais, on va trouver... Je sentais, dans l'air du temps, en tant que journaliste, justement, qu'il y avait cet intérêt pour les spiritualités, et je disais, mais il faut faire du poche, à bas prix, et, enfin, à petit prix, et on s'est mis à ça, et voilà. Et ça a marché. Et ça a marché, oui. Voilà. Des années plus tard, il y a eu une autre création, toujours parce que vous êtes capable de sentir l'air du temps. Vous voyez à l'époque, dans la grande presse, dans les médias, on ne parle pas de certaines choses. Et en particulier pas de ces bouquins-là. Non. Ce qui m'a agacé fortement pendant longtemps. Et un matin au réveil, je dis, bon, ben, puisque c'est comme ça, je fonde ma propre revue. Et je m'y suis lancé. Ça a été Nouvelle Clé, une aventure de 20, même 25 ans, puisque j'ai cédé au bout de 20 ans. Et qui a été une aventure magnifique. On appelait ça une revue de développement personnel, mais on faisait à la fois de l'écologie, on parlait déjà, on est dans les années, donc je l'ai fondé en 88, on parlait de nous, et personne ne le faisait, et on nous traitait de rigolos, de changement climatique, de réchauffement planétaire, de surpopulation. On n'était pas les premiers, hein, les gens du Club de Rome l'avaient déjà dit, la surpopulation, la bombe P, hein, comme population, etc. Évidemment d'écologie, de nature, de philosophie du monde entier, enfin vraiment d'essayer de nouvelles psychologies, puisque là aussi il y avait la psychologie freudienne qui avait pignon sur rue et en quelque sorte qui méprisait tout le reste. Eh bien nous on disait non, il y a les psychologies transpersonnelles, nous allons parler des psychologies transpersonnelles, il y a des auteurs aux États-Unis et ailleurs qui
qui ont beaucoup de choses à dire là-dessus, et la même chose en philosophie. Même quelqu'un de... On recevait par exemple quelqu'un comme Edgar Morin, le célèbre Edgar Morin, avec qui je suis en train d'ailleurs de finir un livre de tous mes entretiens sur 50 ans avec lui, dont nombre sont parus justement dans Nouvelle Clé, et qui était considéré comme une sorte d'électron libre par les chercheurs d'alors. Enfin voilà, donc Nouvelle Clé permettait de parler de tout ça. Donc ça a eu toute une vie, 20 ans et plus. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est présenté pour vous comme occasion pour créer à nouveau une occasion qui était une occasion de nouveau très curieusement basée sur le décès qui allait arriver de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Yvan Amar, qui était lui aussi un philosophe profondément ancré dans l'ouverture, la liberté, bien que disciple d'un grand maître Chandra Swami hindou, mais qui a fait un livre magnifique qui s'appelle L'effort et la grâce, et qui en a fait d'autres d'ailleurs, mais qui avait fait une maison d'édition qui s'appelait Le Relier, les éditions du Relier. Et il souffrait d'un asthme invalidant grave, et quand il a senti à 49 ans sa fin venir, il m'a dit, nous étions voisins, il m'a dit: Marc, j'aimerais pas que cette maison d'édition meure avec moi. Et là, c'était plus qu'une opportunité, c'était un poids qui me tombait dessus, parce que j'avais déjà beaucoup à faire, entre Nouvelle Clé, Albin Michel, etc. Et j'ai dit: ok, je ne vais pas laisser ça. Et donc j'ai repris ça en main, et je m'en occupe encore maintenant. Voilà. D'où la fonction d'éditeur qui bouffe ma fonction d'auteur, dont nous avons déjà parlé ensemble. Mais voilà. Je vois l'image qu'à chaque fois, du moins pour ce qui est de Jean Herbert, un décès, vous prenez le bâton du pèlerin ou le flambeau, vous reprenez les éditions du Relier. On s'est prêté à un jeu, vous et moi, Marc, avant cet entretien, là, hors caméra, hier, et de vous mettre dans une autre posture, pas celle du zazen, mais d'un legs. Non, vous avez hérité de spiritualité vivante, vous avez hérité des éditions du Relier, mais là, vous, la posture étant ceci, moi, Marc de Smet, c'est pas aujourd'hui, là, mais si c'était bientôt, un jour, la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais souhaité vraiment transmettre encore? Parce que vous avez beaucoup transmis, vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup donné la parole, mais là, l'essentiel de ce que vous avez appris et qui pourrait être transmis. Je ne saurais pas très bien répondre à une question comme ça. Disons que je la cherche encore, cette transmission. Évidemment, c'est des questions qui, à mon âge, 77 ans, se posent. Et donc je me la pose, mais j'ai pas de réponse à apporter. J'essaye d'être le plus vivant possible. Je continue à être curieux. J'en fais moins forcément parce que, bon, à un moment donné, on peut n'en faire que moins. J'essaye de vraiment publier que des coups de cœur. Où est-ce que ça va aller? Ça, on n'y est pas. Je m'occupe beaucoup de ma famille, puisque j'ai été aussi père, maintenant grand-père. Donc ça prend du temps pour moi. Disons que là-dessus, je suis vraiment en pleine réflexion et en work in progress. Hein, donc voilà, c'est devant moi ça. Donc je ne pourrais pas vous dire. Ce que je pense qui est le plus important, en tout cas si je devais passer comme ça, c'est une phrase de Thich Nhat Hanh. Il y a deux phrases de Thich Nhat Hanh qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Respirez, vous êtes vivant, et tombez amoureux de votre respiration. C'est là-dessus que je conclus d'ailleurs la 17e réédition d'Éloge du silence, puisque j'ai rajouté un chapitre. C'est sur cette phrase-là. Tombez amoureux de votre respiration. C'est-à-dire que vraiment, notre gourou, notre maître intérieur, il est en nous. On peut. Il
il y a un très beau concept hindou de Lupa Guru, qui est le gourou d'encontre. Chaque chose de la vie peut nous enseigner beaucoup de choses. Et par exemple, cette entrevue m'a fait dévoiler des choses comme ça, et c'est très bien. Mais notre vrai maître intérieur, dirais-je, il est là-dedans. Il est là-dedans. Je me souviendrai toujours d'une visite dans un monastère d'Égypte, les grands monastères chrétiens d'Égypte, où il y a un monachisme d'une force incroyable, encore maintenant, un peu en dessous d'Alexandrie, dans le désert de Sété, et où c'est un moine qui nous guidait, donc ça remonte au 2e, 3e, 4e siècle, où ils allaient dans des grottes. J'avais été très fasciné par ce qu'ils avaient écrit là, et leur façon dont justement ils faisaient attention à ce qu'ils appelaient l'olgismoi, c'est-à-dire les pensées parasites incessantes, où ils disaient justement qu'il faut faire le ménage, faire souffler le vent sur tout ça, etc. C'était très intéressant. Et c'est un moine avec des yeux lumineux, parce qu'il passait 6 mois de sa vie en jeûne, et qui nous fait visiter l'église, la grotte sur laquelle l'église a été construite, où il y avait je ne sais plus quel saint qui avait été là, etc. Et qui nous dit à la fin de la visite, mais de toute façon, tout ça, ça n'a pas d'importance. Hein? Dieu, ou ce qu'on appelle Dieu, il est en vous. En vous tapant, ma femme et à moi, comme ça, avec ses 2 poings, sur le chest, sur la poitrine. Et voilà. Et donc, n'employons pas des mots aussi grands que ça, mais en tout cas, le souffle qui est en nous. Il y a une très belle phrase d'un de ces pères du désert, Isaac le Syrien, qui dit « Dieu est un silence au bout de la parole. » Et nous avons en nous à la fois ce silence, cette clarté, et ce souffle qui vit et qu'on va rendre à l'heure de notre mort, qui nous a été donné à l'heure de notre naissance, hein, puisqu'il y a ce cri quand on sort en tant que bébé, qui fait qu'on devient vivant. Et ce souffle, il faut vraiment en prendre soin. Et je crois que ce travail sur le souffle est une chose tout à fait importante, et sur la conscience du souffle. Voilà. Si je devais dire quelque chose pour conclure notre entretien, c'est cela. Ben voilà, c'est de l'ordre d'une transmission, avec beaucoup d'inspiration et de respiration. Et je vais paraphraser un précepte soufi. Si ce que tu vas dire n'est pas aussi joli que le silence, tais-toi. Alors moi, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus tout simplement de pertinence. C'est un mot tout simple. Merci. Ben merci à vous. Vraiment, c'était un beau moment. Merci.